Nadjar. Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes cofondateur de la revue Franc-Tireur et professeur de philosophie. Et c'est un plaidoyer pour la philosophie, une déclaration d'amour pour la pensée que vous vous livrez dans votre dernier essai publié aux éditions de l'Observatoire, L'esprit artificiel. Mais ce n'est pas, comme on aurait pu s'y attendre, un manuel de résistance face aux dangers que pose l'intelligence artificielle et le règne sans limite des machines sur l'homme par définition limitée. Non, c'est plutôt un message rassurant que vous partagez avec vos lecteurs. Non, l'intelligence artificielle peut faire et pourra faire certainement beaucoup de choses, mais certainement pas penser par elle-même. Pourquoi en êtes-vous si sûr, Raphaël Enthoven ? Ah oui, si l'IA avait eu des sentiments, j'aurais voulu la consoler de cet espoir déçu. Non, c'est très simple, c'est tout à fait empirique. La matière humaine est d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise, tout simplement. Donc ça prend plein de formes. Par exemple, en philosophie, une machine peut compiler des tas de données, mais sera incapable de trouver une problématique, la problématique d'un problème. La problématique d'un sujet. La machine échoue toujours à produire l'atome de pensée qu'on appelle la problématique. La machine échoue toujours à penser. Et si elle échoue à penser, ça n'est pas faute de complexité. Ça n'est pas ça n'est pas parce que la machine serait aujourd'hui insuffisamment complexe. Non, aucune complexité ne lui échappe. En réalité, le fait de penser relève d'une simplicité, d'une singularité, d'une humanité qui fait que dans la discussion que nous avons, on ne peut pas prédire les réponses de l'autre. Et l'exercice de la pensée a toujours un coup d'avance. Et c'est ça que la machine ne peut pas synthétiser. Alors, votre réflexion démarre d'une certaine manière lors d'un match un peu particulier, celui que vous avez vu affronter l'égérie de l'IA générative ChatGPT. C'était en juin dernier lors d'un événement organisé par une école de commerce, PSTB, Paris School of Technology and Business. L'endroit parfait pour affronter la machine sur l'épreuve reine du baccalauréat, celle de philosophie. ChatGPT n'a obtenu que 11 sur 20. La note médiocre par excellence, écrivez-vous, le plafond du nul. Est-ce que vous avez néanmoins eu, Raphaël Enthoven, avant l'épreuve, la même angoisse celle qui vous prend chaque année lorsque vous repassez et repassez l'épreuve de philosophie? Oui, parce que je veux pas me tromper dans le traitement du sujet moi-même. Je veux essayer de fournir la copie la plus claire qui soit, etc. Donc il y a toujours une petite anxiété avant de repasser le bac, surtout quand on le repasse à peu près dans les conditions de l'examen. La seule différence, c'est que j'avais 1h15 et pas 4 heures. Bon, voilà. Mais c'est pas la machine en tant que telle qui vous inquiétait? Pas du tout. Pas du tout. Je savais que je ne risquais rien du tout. La machine n'allait pas trouver une problématique. Le sujet était, le bonheur est-il affaire de raison ? Quand vous avez un sujet comme ça en philosophie, vous devez trouver le problème à l'intérieur de la question. Le problème à l'intérieur de la question, c'est que le bonheur est un sentiment et que les sentiments font pas l'objet de la raison. Donc comment le bonheur peut-il être affaire de raison si le bonheur est un sentiment ? C'est ça la problématique. C'est ça la colonne vertébrale de votre disserte. Mais ce petit pas de côté, cette petite bifurcation, la machine n'en était pas capable. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a compilé toutes les théories du bonheur, les a rangées dans des tiroirs adéquats, en a fait des parties de taille égale et a fait tout ça en 45 secondes. En obéissant aux centaines de recommandations qui étaient contenues dans le prompt que des ingénieurs avaient mis plusieurs jours à composer avec l'aide d'un professeur de philosophie. Autant dire que la machine n'y parvient pas. La machine ne comprend pas ça. La machine peut compiler des données à l'infini, mais la machine ne peut pas faire le pas de côté qu'on appelle réfléchir. Alors, vous écartez de la main l'argument selon lequel ChatGPT aurait mieux pensé s'il avait eu non pas 1 seconde ou 2, mais 1h30 pour rendre sa copie. On ne peut pas demander. Une IA peut délivrer l'intérieur d'une centrale nucléaire en 20 secondes. Qu'est-ce que lui donner 2 heures, ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Heureusement. Non, c'est à l'échelle humaine qu'avoir 2 heures ou 20 secondes, ça change quelque chose, bien sûr. Mais à l'échelle d'une machine, ça ne veut strictement rien dire. Alors, mais cette question du temps, l'hypothèse de là, pour vous citer la linéarité d'un progrès technologique, pourrait peut-être être abordée autrement. Est-ce qu'on ne peut pas postuler qu'un jour l'artifice apprenne à penser, qu'à ChatGPT succèdent des superordinateurs qui non plus seulement se programment, mais s'éduquent? C'est d'ailleurs la thèse que propose Laurent Alexandre, sur lequel vous êtes assez opposé. Ben oui, je suis revenu sur cette idée que les ordinateurs s'éduquaient désormais. Parce que si c'est le cas, c'est une éducation lamentable. Et quand on reprend l'histoire du Gargantua de Rabelais, on s'aperçoit que Gargantua est successivement éduqué de 2 façons. La première consiste à ingérer autant de volailles que possible avec des pelletées de moutarde et ce dès le matin, en buvant force vin blanc avant de faire la sieste en rotant.
La deuxième consiste à se lever tôt, à porter frais, à faire du sport, à manger léger et à apprendre quantité de choses. Évidemment, si Gargantua peut réformer son mode d'éducation, c'est parce que la mémoire de Gargantua n'est pas comme la mémoire d'une machine. Elle n'est pas affaire de stockage, de gavage ou de redistribution. La mémoire de Gargantua, c'est la mémoire humaine, c'est-à-dire c'est la mémoire, c'est un conservatoire, c'est une conservation sans conservatoire. Nos souvenirs n'existent pas en nous à l'état d'atomes ou de morceaux de silicium. Nous ne contenons pas en nous, comme des datas, la totalité des souvenirs dont nous sommes faits. Il y a quelque chose de plus en nous qui nous permet de faire surgir le souvenir opportun au bon moment. Eh bien, c'est toute la différence entre l'apprentissage d'une machine et l'éducation que peut recevoir un humain. Pour vous donner un autre exemple, très simple, l'intelligence artificielle fonctionne sur le modèle d'un mollusque, la plisie, dont on a observé qu'il se contractait quand on le titillait et qu'il se contractait de moins en moins à mesure qu'il comprenait que la titillation n'était pas un danger. Autrement dit, on a un modèle rudimentaire d'adaptation synaptique. La même cause ne produit pas les mêmes effets. On a voulu penser l'intelligence artificielle sur ce modèle-là, c'est-à-dire permettre à l'intelligence artificielle de reconnaître des choses qu'elle n'avait jamais vues. Or, tout le travail en philosophie ne consiste pas à reconnaître des choses qu'on n'a jamais vues, mais à être surpris par les choses qu'on a l'habitude de voir. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Autrement dit, les directions prises par la machine et par l'individu humain sont tout à fait à l'opposé. Donc ça n'est pas un hasard si nous sommes aussi loin qu'il y a 3000 ans de donner le jour ou de fabriquer de toutes pièces une machine consciente. Alors, dans un des passages du livre qui m'a particulièrement interpellé, vous écrivez en vous appuyant notamment sur Proust, on entre en philosophie le jour où l'on croise dans un texte ou dans une discussion les réflexions qu'on gardait pour soi ou les questions qu'on croyait être seul à se poser dans le silence des nuits. Ce que ne sait pas faire ChatGPT, c'est de penser par soi-même avec les autres. C'est penser tout court. C'est penser tout court. Ce que je veux dire, c'est que l'entrée en philosophie a quelque chose de nécessaire quand on fait la connaissance d'un texte qui prend en charge les questions qu'on croyait être seul à se poser. C'est une double expérience. On a à la fois l'expérience vaniteuse de se dire qu'on pense comme un grand philosophe et l'expérience d'humilité qui vient juste après, qui consiste à constater qu'en réalité, le grand philosophe nous pense nous, parce que nous ne sommes que des cas particuliers d'un problème beaucoup plus large. Et cette double expérience signe l'entrée en philosophie et le sentiment qu'une telle chose est nécessaire. Ça n'a rien à voir avec une machine. Si vous voulez, l'entrée en philosophie, c'est un peu l'équivalent d'un déjà-vu ou d'un coup de foudre. Vous dites à la personne que vous n'avez jamais vue, et on ne s'est pas déjà vu quelque part, j'ai l'impression de vous reconnaître. Vous reconnaissez quelqu'un que vous n'avez jamais vu. La philo, c'est cet effet-là. Vous apprenez des choses, ou alors vous découvrez en apprenant des choses que vous les connaissiez déjà, mais vous ne saviez pas que vous les saviez. Eh bien voilà, c'est ça la philosophie, c'est-à-dire c'est un émerveillement sur soi-même, doublé d'un étonnement face au monde qu'on a l'habitude de voir. Autant de choses qui sont parfaitement énigmatiques à la machine. D'où vient l'angoisse de l'homme d'être un jour dépassé par sa créature ? C'est une vieille histoire, ça. Ça a commencé avec Pygmalion, ça a continué avec le Golem, et puis après, Frankenstein, Pinocchio, Terminator, les droïdes dans Star Wars. Les exemples sont innombrables. Nous avons toujours mis en scène le remplacement de l'homme ou le dépassement de l'homme par la machine. Ou la production par l'homme de machines qui prendraient ensuite le pouvoir sur lui. Nous avons toujours mis en scène le fait d'être un jour possédé par nos possessions. C'est un mythe qui ne renseigne pas sur la capacité que nous avons de le faire. On en est aussi loin qu'à l'époque de Pygmalion. Donc on est aussi loin de produire une machine consciente qu'à l'époque du golem. Il n'y a pas, ça n'existe pas davantage. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la question de savoir d'où nous vient cette antique trouille. Et je fais le pari qu'une telle trouille comporte beaucoup plus d'orgueil que d'humilité. Et qu'il s'agit en somme pour nous de nous prendre pour Dieu. C'est-à-dire de nous prêter la capacité divine à donner le jour à des créatures qui nous disent merde ensuite. Voilà. Mais je vois beaucoup plus d'orgueil que d'humilité dans cette sainte inquiétude. Un hommage national sera rendu mercredi prochain, le 7 février, aux victimes françaises des massacres du 7 octobre. Est-ce qu'il y a un temps, on s'est beaucoup interrogé sur le fait que le président ait organisé cela de manière un peu tardive, est-ce qu'il y a un temps pour honorer les morts ? Je ne sais pas. Peut-être faut-il prendre son temps, peut-être faut-il le faire de la bonne manière.
Peut-être faut-il attendre d'avoir toutes les informations. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. Ce que je pense, en revanche, je refuse de penser que ce temps long est le fait d'une hésitation. Je ne doute pas, je ne peux pas penser qu'on ait pu hésiter à rendre hommage aux victimes. Voilà, je ne sais pas. Tout comme je ne sais pas si il faut s'indigner ou non de la présence des insoumis à cette cérémonie. J'allais venir, est-ce que c'est bien leur place ? Non, c'est pas leur place. La France insoumise fait n'importe quoi, raconte n'importe quoi sur ce conflit depuis le début, parle du Hamas comme d'un mouvement de résistance, parle de génocide à propos de bombardements ciblés et refuse d'employer le terme pogrom à propos des événements du 7 octobre. La France insoumise, avant cela, accueillait Salah Hamouri au cri de bienvenue aux déportés. Non, à aucun titre, ils n'ont leur place là-bas. La seule chose, c'est qu'ils sont députés et que donc ils peuvent d'une certaine manière abuser de leur titre pour s'y trouver et s'y refaire une vertu. Moi, ma crainte, c'est que l'indignation que leur présence, leur détestable présence risque de susciter dans l'Assemblée parasite le silence et le recueillement qui doit être de mise dans ce genre de circonstances. Voilà, donc je redoute un moment comme ça et je me désole évidemment que pour un petit bénéfice électoral, de tels filous s'y rendent. Le CRIF a publié la semaine dernière le dernier rapport sur l'antisémitisme. Il montre un regain spectaculaire des gestes et des paroles antisémites. Je crois que c'est plus de 220% d'augmentation. Qu'est-ce que ce regain d'antisémitisme traduit de la société et l'état de la société, d'une partie de la société en tout cas? Je ne sais pas ce qui traduit de la société. D'abord, il signifie une chose, c'est que nous n'en aurons jamais fini avec l'antisémitisme. Il faut arrêter de vivre dans l'illusion qu'un jour l'antisémitisme disparaîtra. L'antisémitisme est vieux comme l'humanité. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est que l'antisémitisme, c'est le fond de toute haine. C'est une haine qui ne s'appuie même pas sur une différence. C'est la haine de celui qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Donc c'est la haine de toutes les haines. C'est la mère de toutes les haines. Comment voulez-vous abolir une chose pareille? Elle prend différentes formes. Elle est aujourd'hui dopée par l'adhésion collective à une organisation terroriste, le Hamas, qui est une sorte de nazisme progressiste, c'est-à-dire une sorte de nazisme dopé aux sciences sociales, une sorte de nazisme dont le projet génocidaire trouve quantité de soutien parmi de belles âmes qui considèrent que il faut les défendre pour un monde plus juste. Voilà, donc la particularité de l'antisémitisme auquel nous avons affaire aujourd'hui, c'est qu'il se retranche derrière l'antisionisme pour dire qu'il n'a pas de problème avec les Juifs, mais seulement avec l'État d'Israël, et que par ailleurs, il vit comme un geste progressiste le soutien ostensible à une organisation terroriste qui est des femmes enceintes. Donc voilà, on est en présence d'un antisémitisme dont la violence est d'autant plus assumée qu'il se vit comme une œuvre de justice sociale et de progrès. Merci beaucoup Raphaël Enthoven d'avoir été avec nous pour nous présenter votre dernier essai. L'esprit artificiel, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt. À bientôt.